schéma de cohérence territoriale donc, qui dépend de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. On va essayer ce soir de vous parler sans trop d'acronymes, parce qu'en France, nous sommes les spécialistes des acronymes. On commence directement par SCOT, CASA, tout ça, voilà, SCOT, schéma de cohérence territoriale, CASA, communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, où la commune de la Colle a le plaisir d'y être depuis pas mal d'années, de vouloir continuer à y être et d'y rester. Il fallait que je le dise en préambule pour certaines âmes chagrines. Quelques mots donc de présentation. Le schéma de cohérence territoriale, j'ai le lourd plaisir de le porter au sein de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, mais ça c'est le lourd fardeau, mais j'ai la chance d'avoir, je vais vous les présenter, une équipe qui a travaillé et qui va nous faire la présentation ce soir, mais qui travaille sur ce scope depuis plusieurs années. Nina Perroqui qui est à ma gauche en connotation politique, rassurez-vous. Hervé Bouffier qui est à ma droite, toujours pas de connotation politique. J'ai Alison qui est... Ah ouais, ça c'est, voilà, Alison Casal qui est juste derrière. Et Margot Brunet, là je ne peux pas me tromper, qui est à ma gauche aussi. Donc vous voyez que la CASA est venue en force. Il y a plusieurs réunions publiques sur le territoire de la CASA. Nous avons fait une présentation déjà en conseil municipal à la fin du mois dernier. Il n'y avait pas d'obligation de faire cette présentation du SCOT en conseil municipal, mais je tenais à le faire pour informer les élus, et il me paraissait encore plus évident de faire une réunion, même si ce n'était pas obligatoire non plus, une réunion publique sur le SCOT. Le SCOT, très rapidement, c'est un super PLU. Vous allez voir tout à l'heure les différentes strates, mais on ne va pas, contrairement à ce qu'on a l'habitude de travailler commune par commune, le plan local d'urbanisme, on travaille à la parcelle. Là, on ne travaille pas à la parcelle, c'est un projet de territoire, c'est un projet qui concerne les 24 communes de la CASA. C'est une chance parce que ça sera un des premiers schémas de cohérence territoriale qui inclut à la fois un volet environnemental avec le plan climat et énergie, un plan mobilité aussi, donc c'est une chance pour notre territoire. C'est ça, cette fameuse démarche intégrée qu'on va vous présenter. On va faire une présentation très synthétique. C'est déjà, je vous le disais, quasiment 24 mois de travail, encore 24 mois de travail devant nous. Et nous avons, le président Jean Leonetti a souhaité la plus large concertation. C'est pour ça que, de mémoire, je crois qu'il fallait juste une ou deux réunions publiques à l'échelle de la CASA, minimum 3, on en est à 5, me semble-t-il, de prévu, ou 6, voilà, donc de programmer. Donc je pense que c'est important d'informer effectivement nos populations. Je salue des Touretans, des Roquefortois, c'est ça, des Canois, voilà, ce qui prouve qu'on a élargi le bassin, et certains présidents de comités de quartier qui sont là. Donc c'est ça qui est important et intéressant parce qu'on a dépassé effectivement l'échelle communale. Cette démarche du SCOT, très rapidement, elle intègre l'environnement, elle intègre la sécurité juridique, puisque nos plans locaux d'urbanisme devront tous être conformes au schéma de cohérence territoriale. La concertation, je vous l'ai dit, et surtout, c'est une vision de l'agglomération sur 2040. 2040, ça paraît loin, et c'est demain. Voilà. Et nous allons mettre en place une commission du temps long aussi, nous avons mis en place il y a quelques années, qui va se réunir début décembre, si ma mémoire est bonne, justement pour réfléchir aussi sur la Colle dans ces années-là, et la Colle qui est dans le territoire de la CASA sur ces 20 prochaines années. Donc l'objectif, c'est d'avoir une pédagogie importante, c'est ce qui va être fait ce soir, de vous expliquer la méthode, d'éclairer sur le processus participatif. Il y a un questionnaire qui va partir d'ici quelques semaines à l'attention de tous les habitants de la CASA, avec une question spécifique pour chaque commune qui le souhaite. Donc, bien évidemment, le questionnaire général qui intéressera tous les habitants de la CASA, il y aura une question qui intéressera spécifiquement la commune de la Colle. Et l'objectif de la représenter en conseil municipal, de vous le présenter ce soir, c'est de se l'approprier. Un plan local d'urbanisme, nous l'avons révisé à la Colle, nous avons commencé la révision en 2014, nous l'avons approuvé et éprouvé, mais approuvé en 2017 et éprouvé depuis 2017. Beaucoup d'entre vous étaient là, ont participé à ce plan local d'urbanisme, donc il faut du temps pour se l'intégrer, pour le partager. Il faut avoir une vision, effectivement, une vision commune. Ce SCOT, puisque
que je sors du plan local d'urbanisme, mais ce SCOT aujourd'hui, c'est, vous me permettrez de le dire, c'est la continuité de la belle aventure de la CASA, 24 communes du littoral, du moyen pays dont nous, la Colle-sur-Loup, faisons partie, et du haut pays. Et c'est pas évident d'avoir une intercommunalité où, avec des particularismes et des particularités importantes, tout le monde s'entend bien, et d'avoir effectivement, on est des mouvements, on va le voir tout à l'heure au niveau des déplacements, on va le voir au niveau de l'environnement, c'est transversal. Il y a le numérique qui est aussi, parce que la consultation, il y aura pour ceux qui sont peut-être un peu moins poussés en numérique papier, mais il y aura une consultation qui va se faire par le numérique. Et vous voyez que dans cette révision, outre la consultation, il y aura une grande partie sur le développement durable par l'innovation. On parlera des transports en commun, on parlera de la gestion des déchets, des risques naturels, de la limitation de la consommation de l'espace, ça c'est important. Donc ce qui est important aujourd'hui de l'échange, parce qu'une fois qu'on vous l'aura présenté de manière synthétique, le but c'est d'échanger librement avec vous. Ce SCOT, il a pour ambition et vision d'écrire, de graver le quotidien des habitants de la CASA sur les 20 prochaines années. Voilà, c'est pour ça que c'est important de se réunir ensemble, de se réunir dans différentes collectivités. L'administration de la CASA qui est là et à qui je vais céder la parole a une vision aussi, parce que je pense en participant dans chaque commune où il y a des réunions qui regroupent plusieurs communes aussi, ils auront une vision globale, ils pourront effectivement tout intégrer pour qu'on ait vraiment cette vision collective sur j'allais dire la Colle ensemble et la CASA 2040. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette introduction et je passe tout de suite la parole à Hervé qui va nous faire une belle présentation. Vous allez voir, il y a différents, je vais le laisser vous le dire, il y a des films pour que ce soit assez synthétique, assez vivant et pour qu'on arrive rapidement, si vous le souhaitez, au questionnement. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la présentation va s'organiser en 4 temps. Le premier, c'est de rappeler les objectifs de la démarche. On a un premier film qui va être diffusé. Très rapidement, on reviendra sur le cadre réglementaire et les éléments de planning. Dans un deuxième temps, on aura les enjeux qui ont été identifiés dans le cadre du diagnostic. Là aussi, un film a été produit pour vous présenter les chiffres clés. On reviendra plus en détail sur certains chiffres de manière à ce que vous puissiez avoir des données supplémentaires dans le cadre de l'échange qui suivra. Un temps d'échange, justement, c'est en séquence numéro 3. Et puis on redonnera le micro à Monsieur le maire dans le cadre de la conclusion et rappeler les prochaines étapes qui vont animer cette démarche CASA 2040. Sur les objectifs, on va passer directement sur le film. La communauté d'agglomération Sophia Antipolis s'étend de la Méditerranée au contrefort des Alpes. Composée de 24 communes, elle offre un cadre et une qualité de vie exceptionnelle à ses 180 000 habitants. Avec plus de 2 millions de touristes par an, 80 000 emplois, dont 40 000 concentrés sur Sophia Antipolis, plus grande technopole d'Europe et des espaces naturels remarquables, l'attractivité et le rayonnement international de la CASA ne sont plus à démontrer. Pourtant, pour préserver notre territoire et ses atouts, de nombreux défis sont à relever pour les prochaines années. Il est impératif d'agir face au changement climatique, d'aménager durablement notre territoire et de privilégier de nouvelles mobilités plus vertueuses. Nous devons bâtir ensemble un projet de territoire en répondant à une question essentielle. Quel cadre de vie voulons-nous dans 20 ans ? C'est l'objet du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération CASA 2040. Au-delà du seul aspect réglementaire, pour construire ce projet ambitieux, les élus ont fait le choix d'intégrer dans le projet CASA 2040 le plan climat, air, énergie territoriale et le plan de mobilité. Le projet de territoire, pensé sur 20 ans, s'articule ainsi autour de 3 grands thèmes. L'aménagement de l'espace urbain en matière de logement, de mobilité, d'équipement, de services. Les activités économiques, dont les activités agricoles, commerciales et touristiques. La transition écologique et énergétique par la valorisation des paysages, la gestion économe des espaces naturels, agricoles et forestiers. Habitat, urbanisme, équipement, économie, Sophia Antipolis, commerce, agriculture, mobilité, énergie, environnement, espaces naturels.
chacun des éléments de notre cadre de vie sera abordé dans le projet de territoire, avec une vision globale, transversale et surtout prospective. Pour cela, s'appuyant sur un diagnostic thématique rigoureux et précis, des orientations stratégiques devront être définies afin de déployer un programme d'action sur 20 ans. Pour garantir le succès du projet de territoire CASA 2040, une vision partagée et collective demeure indispensable. Une intense concertation est mise en œuvre en mobilisant les élus, les acteurs socio-économiques, les associations, les organismes publics et surtout les habitants du territoire. Votre participation tout au long de l'élaboration du SCOT est essentielle pour faire émerger un projet qui conciliera les aspirations de tous. CASA 2040 est une démarche innovante, ambitieuse et concertée qui répond aux défis d'un monde qui se transforme. Elle nous offre l'opportunité unique de préserver durablement notre qualité de vie, nos paysages et notre environnement. Il en va de notre responsabilité collective pour les générations futures. CASA 2040, imaginons ensemble l'avenir de nos villes et villages. Le premier film qui a été produit pour essayer de manière synthétique et la plus pédagogique possible à expliquer cette démarche qui est quand même assez complexe sur le fond. D'autant plus qu'elle est d'autant plus complexe qu'aujourd'hui on doit intégrer dans ce document-là un ensemble de règles qui est dicté au niveau national, mais aussi au niveau régional. Je vous passerai le détail de toutes ces règles-là ce soir, mais le SCOT, vous l'avez vu, c'est un document central qui a pour but vraiment d'intégrer la réglementation nationale, les enjeux au niveau régionaux, mais aussi le programme local de l'habitat, le plan de mobilité pour lequel on travaille actuellement dans le cadre de la démarche CASA 2040. Et ces éléments-là, dans ce document du plan intégrateur, vont découler après dans les PLU. Ça ne veut pas dire qu'on va imposer aux PLU les règles, bien qu'il va falloir le faire. Néanmoins, on va aussi intégrer ce que les PLU ont prévu dans le document intégrateur du SCOT. L'objectif, c'est de travailler en complète itération avec les communes. Le SCOT, il y a vraiment un ensemble de thématiques à aborder, c'est vraiment un travail transversal. Pour vous donner un exemple, si on avait été dans un schéma différent, on aurait eu un schéma de cohérence territoriale, on aurait eu un plan climat, air, énergie territorial qui, lui, travaille essentiellement sur la qualité de l'air, le développement des énergies, et on aurait eu un plan de mobilité, anciennement appelé plan de déplacement urbain. En soi, on se serait vu 3 fois pour 3 documents différents. L'objectif, c'est vraiment, via cette démarche CASA 2040, de travailler une seule fois, mais sur toutes ces thématiques-là. Donc ça risque d'être un peu lourd, je m'en excuse par avance, mais on aura l'occasion de se revoir, tout en sachant que ces documents-là sont accessibles aussi sur le site CASA 2040. Au niveau du planning, comme disait Monsieur le maire, on sort d'un temps de diagnostic et de définition des enjeux. L'objectif, c'est de travailler sur une phase de stratégie pour décliner ça de manière opérationnelle et intégrable, on va dire, dans les PLU, définir aussi des plans d'action, que ce soit pour l'environnement, pour l'énergie, mais aussi pour la mobilité. Et tout ça se fera, comme ça a été indiqué dans la vidéo, de manière concertée. Un questionnaire, on y reviendra tout à l'heure sur les dates, mais aussi des réunions publiques, un travail avec les élus locaux, en conseil municipal. L'objectif est de vraiment co-construire ce document-là tout au long de la démarche. L'objectif étant d'arriver à la fin 2024, début 2025, pour arrêter et approuver ce document-là et le soumettre à la validation des services de l'État. Ça sera quand même un temps très important et assez compliqué. On arrive sur le deuxième temps, sur la présentation des grands enjeux. Là aussi, on a un deuxième film, un petit peu plus long, mais l'objectif est vraiment de vous présenter le plus large possible les chiffres clés qui sont sortis de ce diagnostic. Fin 2022, l'élaboration du projet de territoire CASA 2040 franchit un nouveau palier.
Un diagnostic a identifié des enjeux essentiels pour l'avenir de notre territoire. Attractivité économique, espace naturel, Sophia Antipolis, changement climatique, innovation, transition énergétique, aménagement de l'espace, déplacement, équipement, activité commerciale, habitat, ressources. Ce sont autant d'atouts qu'il convient de valoriser et conforter pour préserver notre cadre et notre qualité de vie pour les 20 prochaines années. Les grands enjeux de CASA 2040 s'articulent donc autour de 3 axes de développement. Le premier axe concerne la préservation d'un territoire riche de sa diversité et de son dynamisme économique. Le territoire de la CASA se décompose en 3 secteurs. Le littoral, interface entre la terre et la mer, avec 30 km de côte. Le moyen pays, avec la technopole de Sophia Antipolis et les villages alentours. Le haut pays et ses villages perchés intégrés dans le parc naturel des Préalpes d'Azur. Pour garantir notre attractivité, notamment touristique, il est essentiel de valoriser et conserver cette richesse paysagère et identitaire. Avec 40 000 emplois, Sophia Antipolis, première technopole d'Europe, demeure le poumon économique du territoire. Fortement génératrice d'emplois, son évolution est stratégique pour les prochaines années, afin de maintenir un cadre de vie de qualité pour ses usagers. Il existe 10 300 établissements commerciaux, artisanaux et de services sur la CASA. Centre-ville attractif, forte densité commerciale, nombreux marchés, la dynamique économique est à consolider, tout en veillant à l'équilibre entre la répartition des commerces et les besoins. On dénombre 7000 hectares de terres agricoles sur la CASA, avec des productions très présentes, variées et certaines de renommée internationale. Il s'agira donc de préserver ces espaces agricoles et de renforcer l'autonomie alimentaire et les circuits courts. Le deuxième axe est directement lié au changement climatique et à la transition énergétique qu'il faut impérativement anticiper. De la mer au sommet montagneux, avec près de 83% d'espaces naturels, la CASA propose une exceptionnelle diversité de milieux et d'espèces. Tout l'enjeu réside dans la diminution de l'impact de l'homme sur ces milieux naturels. La plupart de nos communes sont concernées par des risques naturels. Inondations, incendies, mouvements de terrain, submersion marine, séismes. Et le changement climatique ne fait que les amplifier. Pour la CASA, il est impératif de réduire la vulnérabilité à ces risques, mais aussi d'anticiper les conséquences du changement climatique, notamment les tensions sur les réserves en eau. De même, la CASA entend jouer un rôle moteur en matière de transition énergétique. Le potentiel de réduction des consommations énergétiques est d'environ 32%. Les enjeux portent aussi sur le développement des énergies renouvelables ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre au profit de la qualité de l'air. Le troisième axe concerne un aménagement raisonné du territoire, soutenu par des solutions de mobilité vertueuses. Conséquence de la forte attractivité de la CASA, l'enjeu est donc de maîtriser la consommation foncière en limitant l'artificialisation des sols ou en aménageant en priorité des espaces déjà urbanisés. Il s'agit aussi d'apporter une réponse de logement adaptée à tous les ménages actuels et à venir. À l'instar des programmes immobiliers développés au sein de la Technopole, la production de logements devra donc privilégier la proximité des zones d'emploi et des transports en commun. La CASA dispose d'équipements culturels, sportifs, universitaires et de santé, avec une répartition cohérente de centralités de proximité regroupant services et commerces. Toutefois, le tissu commercial favorise encore trop souvent les déplacements automobiles. Ainsi, l'usage de la voiture, souvent lié à l'éloignement du domicile et du travail, provoque des congestions sur le réseau routier, en particulier aux heures de pointe. Le développement d'alternatives doit se poursuivre avec les transports en commun, le vélo ou la marche pour les déplacements courts par exemple. L'enjeu est de garantir à tous une mobilité du quotidien. Fin 2022, ces grands enjeux sont soumis à l'ensemble des acteurs et habitants du territoire dans le cadre d'une large concertation souhaitée par les élus. Des réunions publiques sectorisées vont permettre à chacun de s'exprimer.
Ces grands enjeux, enrichis de votre vision et de vos attentes, serviront de socle pour les orientations stratégiques du projet de territoire CASA 2040 qui sera présenté courant 2023. Votre avis a dès maintenant toute son importance. CASA 2040 est une démarche innovante, ambitieuse et concertée qui répond aux défis d'un monde qui se transforme. Il en va de notre responsabilité collective pour les générations futures. CASA 2040, imaginons ensemble l'avenir de nos villes et villages. Qui a été un peu plus long. Donc l'objectif de la présentation est vraiment de revenir plus en détail sur certains chiffres. Comme indiqué la vidéo, on a 3 entités géographiques, que ce soit le littoral, le moyen pays et le haut pays, avec des enjeux assez divers en fonction de ces entités-là, et notamment en fonction des thématiques. Vous le voyez sur cette carte, on est quand même sur un territoire assez allongé, qui part de la mer jusqu'au massif, des massifs montagneux, sur lequel on retrouve 180 000 habitants, et une croissance de population de 0,2% par an entre 2013 et 2019. Donc une évolution assez modérée ces dernières années et qui nécessite certains besoins malgré tout, que ce soit en logement, en emploi, en mobilité, et on va y revenir un peu plus en détail. Le sujet du développement économique. Comme il a été indiqué dans la vidéo, on a la Technopole de Sophia Antipolis qui est une locomotive pour le territoire, à l'échelle du territoire, mais qui peut être aussi une locomotive pour les territoires comme le moyen pays et le haut pays. On se l'a inscrit comme enjeu. Aujourd'hui, elle regroupe 40 000 emplois, ce qui sous-entend 40 000 emplois répartis sur le reste du territoire, notamment les gros postes en matière d'emploi. On a le commerce, transport, services, l'administration et l'enseignement qui sont les plus importants en matière d'emploi. L'organisation déjà au niveau du territoire, on a 16 zones d'activité économique, communément appelées ZAE, à l'échelle d'Antibes, Villeneuve-Loubet, Biot, Valbonne, Bar-sur-Loup et Roquefort-les-Plains, dont un certain nombre sur Sophia Antipolis. L'objectif de cette démarche-là est de re-questionner au niveau de l'économie et du développement économique à l'échelle du territoire. Donc ce sera des enjeux au niveau de la stratégie. L'autre enjeu au niveau économique, c'est l'attractivité touristique. Aujourd'hui, les chiffres clés, c'est 2 millions de touristes par an et environ 13 000 emplois dédiés à ce secteur-là économique. L'objectif de la stratégie, l'objectif de demain, ça va être, oui, le littoral, un tourisme balnéaire qu'on constate évidemment, mais un tourisme plus vert, qui va être peut-être sur le moyen pays et qui va être sur le haut pays. La question qui est sous-jacente, c'est comment on accompagne cette évolution aussi du tourisme d'ici à l'horizon 2040. Donc, au niveau économique, l'autre thématique qui est très importante au niveau de cette démarche, c'est la consommation foncière. On va peut-être prendre un peu plus de temps pour détailler ces éléments. Depuis le SCOT de 2008, on constate quand même qu'au niveau de l'artificialisation des sols et de la gestion de la consommation, on a des résultats. Typiquement, le bilan du SCOT de 2008 nous donne comme chiffre une réduction des zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice des zones naturelles et des zones agricoles, avec une politique agricole qui est plus marquée, qui est plus forte sur certaines parties du territoire évidemment, mais qui est quand même à souligner. Là, je vous parle sur une dimension de zonage au sein des différents PLU qui ont été approuvés depuis le SCOT de 2008. Donc le SCOT de 2008 a donné quand même une impulsion de ce côté-là. Les autres chiffres, donc c'était sur 16 communes, maintenant nous sommes sur un SCOT à l'échelle de 24 communes, et les chiffres qui sortent du diagnostic, là pour le coup, c'est un travail qui a été réalisé sur des photos satellites et des données qu'on a pu récupérer à l'échelle nationale. Donc on a aujourd'hui 8170 hectares urbanisés. Quand on dit urbanisé, c'est aussi bien de l'habitat, de l'activité économique, mais des routes et tout ce qui peut être imperméabilisé et artificialisé.
Et ensuite, on a plus de 40 000 hectares en espace naturel, donc non artificialisé, forestier et agricole, qui représentent 7 000 hectares, comme ça a été indiqué dans la vidéo. Soit 83% du territoire de la CASA, qui est aujourd'hui plutôt à dimension naturelle et non artificialisée. Quelques chiffres là, au niveau de la consommation foncière, ça c'est un exercice qui nous est imposé. On prend les 10 dernières années et on a analysé ce qui a été consommé pendant ces 10 dernières années. Donc aujourd'hui, ces 10 dernières années, on a constaté 463 hectares, soit c'est l'équivalent à peu près moins de 6% de la surface urbanisée constatée, et c'est environ 1% des espaces naturels forestiers et agricoles à l'échelle de la CASA. Pourquoi cet exercice? Parce que la règle nous impose qu'à l'horizon 2030, on doit diviser par 2 cette consommation. Comme disait Monsieur le maire et Monsieur le vice-président, c'est qu'on doit engager une stratégie qui va limiter l'artificialisation des sols, déjà à l'horizon 2030. Et à l'horizon 2050, on doit tendre vers le fameux zéro artificialisation nette. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas consommer, mais si on consomme d'un côté, ça sous-entend qu'on doit désartificialiser de l'autre. Donc l'objectif est vraiment d'arriver sur une neutralité au niveau de la consommation de l'espace. Plusieurs pistes sont en réflexion, que ce soit l'usage des parkings qui sont en aérien pour certains secteurs du territoire, mais après aussi, nous, à notre échelle, à l'échelle du SCOT, nous travaillons sur des équivalences. On a un littoral qui est assez urbanisé, donc qui va aussi développer peut-être un peu plus. Un moyen pays dont le constat est d'avoir un habitat pavillonnaire un peu plus prépondérant, donc plutôt de l'habitat individuel, et un pays qui, pour le coup, est assez rural. Donc comment on va travailler dans les années à venir sur le développement de ces secteurs-là, c'est vraiment tout le travail de la stratégie. Mais aujourd'hui, voilà le constat qu'on en fait, et c'est le point zéro qui va nous permettre de travailler la stratégie et la partie opérationnelle. Le sujet, comme l'a été indiqué dans la vidéo, on a vraiment un territoire qui est soumis à un certain nombre de risques, avec des risques qui, de par le changement climatique, ont vocation à être plus fréquents, ou des intensités qui peuvent être plus fortes. Donc comment on anticipe ces évolutions-là par rapport à notre territoire, c'est vraiment l'enjeu qu'on va développer dans le cadre de la stratégie. Un des éléments, évidemment, on l'a constaté cet été, c'est la préservation de la ressource. La ressource en eau est vraiment un des sujets qui a été pas mal, qui a fait pas mal de discussions cet été. Donc là, la vraie question, c'est comment on accompagne cette évolution-là. On peut se dire que dans les années à venir, l'usage de l'eau et le besoin en eau va peut-être être plus important, ou en tout cas être différent en fonction de la période de l'année, notamment la période estivale. On l'a évoqué dans d'autres réunions publiques, l'usage de l'eau traitée à la sortie des stations d'épuration, c'est des choses qui sont en expérimentation, notamment ça a été évoqué sur Antibes, pour que ce soit, entre autres, le nettoyage des voiries, l'arrosage des espaces verts. Voilà, c'est tout un tas de sujets qui, dans le cadre de la stratégie, vont être développés. Bien évidemment, ce n'est pas le seul sujet, mais c'est un sujet important qu'on va devoir intégrer dans le cadre du document qu'on va développer. Le sujet de la transition énergétique, ça aussi c'est un enjeu très fort parce qu'aujourd'hui l'objectif qui nous est imposé à l'horizon 2030, c'est une production de notre énergie sur notre territoire qui va être de 30% par rapport à ce qu'on consomme. Le constat qu'on en fait aujourd'hui, c'est que par rapport à notre consommation et à la capacité de production, aujourd'hui, on est à 4,4% de notre consommation. Dit différemment, on produit 4% de ce qu'on consomme aujourd'hui sur notre territoire. Donc, on a un vrai levier d'évolution de ce côté-là par des actions concrètes. Aujourd'hui, il y a des enjeux, il y a des études qui sont en cours, comme autour de l'unité de valorisation de déchets Univalom sur Antibes, avec un travail de réseau de chaleur, pourquoi pas. C'est un des sujets, mais aussi d'autres aspects comme le déploiement des panneaux photovoltaïques,
mais aussi, pourquoi pas, la géothermie. Voilà, c'est tout un ensemble de possibilités qui doivent être actionnées de manière à pouvoir tendre vers cet objectif-là qui nous est présenté. Un autre sujet, c'est évidemment la mobilité. Donc là, c'est des chiffres qui sont donnés à l'échelle de la CASA. Évidemment, en Vibus, c'est 22 lignes régulières, 63 lignes scolaires et 9 millions de voyageurs. Mais le constat qu'on en fait aujourd'hui, c'est évidemment la prépondérance de l'utilisation de la voiture. Vous êtes sur le moyen pays, vous n'êtes pas forcément dépendant de Sophia Antipolis ou d'Antibes, vous allez aussi sur des territoires voisins comme la métropole. Donc l'objectif de la stratégie qu'on va développer, alors quand je dis stratégie, c'est pas que lié au SCOT, c'est aussi lié au plan de mobilité, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra aller plus dans le détail. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à avoir un travail cohérent avec nos territoires voisins, avoir un travail cohérent avec les zones d'emploi, tout en tenant compte de la situation dans laquelle se trouve le haut pays, mais encore plus le haut pays. Donc quelles vont être les stratégies à développer en matière de mobilité? C'est vraiment un travail sur lequel on reviendra vers vous avec des possibilités, des options et un programme d'action qui sera développé dans le cadre de cette démarche. En termes de chiffres, on s'arrête, dans le cadre de la présentation, voilà ce qu'on voulait vous présenter de manière la plus synthétique et la plus complète néanmoins possible. Au niveau de l'organisation de cette démarche et des dates clés, comme disait Monsieur le maire, on a des phases de concertation en conseils municipaux qui ont commencé et qui continuent jusqu'à la fin de l'année. On a des réunions publiques. La première était en Antibes mardi soir, la Colle-sur-Loup aujourd'hui. On aura Valbonne, Pont-du-Loup, Villeneuve-Loubet et Cours-sous-Boule. Potentiellement, il y en aura d'autres, mais on aura aussi d'autres phases dans le cadre de cette démarche-là qui nécessiteront d'autres réunions publiques qui pourront s'organiser sur d'autres communes du territoire pour recueillir les avis de l'ensemble des habitants de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Monsieur le maire évoquait le questionnaire qui va vous être transmis à partir du 23 novembre. Alors, en fonction des envois postaux, ça viendra au fur et à mesure. Vous allez avoir un questionnaire qui va vous être transmis et vous aurez 3 options pour nous répondre. La première, c'est de renvoyer par la poste. Le deuxième, ce sera de le déposer si vous le souhaitez en mairie directement. Et pour ceux qui le souhaitent, évidemment, de répondre directement aux questions sur le site internet concertation-citoyenne.aglo-casa.fr. Tout ça sera évidemment rappelé dans le questionnaire que vous allez recevoir avec un petit identifiant qui permettra de comptabiliser toutes les réponses qui nous seront transmises. Voilà en synthèse peut-être un peu rapide des différents éléments et des différents enjeux du diagnostic qui ressortent de ce premier travail-là. Et du coup, on arrive à la séquence numéro 3, questions-réponses si vous en avez. Merci beaucoup pour la présentation qui était, voilà, je pense que ce qu'on souhaitait, synthétique, pédagogique, mais claire, pour vous donner un peu toutes les pistes. Vous avez vu le calendrier, le prévisionnel est intéressant, et voilà, le plus important maintenant, c'est de pouvoir échanger et de vous entendre. Monsieur Raymond, à vous. Monsieur le maire, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette présentation est très bien, parfaite, je dirais même trop parfaite. Alors, je ne veux pas être cassant, mais en regardant avec attention la plaquette, je vois quelque chose, une photo très bucolique. Des petits moutons qui gabalent dans la montagne. La raison de ma question est simple. Comment pensez-vous faire marier les hommes et les loups? Quelle est la question? C'est une question importante. Parce que je peux vous assurer que les loups sont déjà dans la Colle-sur-Loup, se promènent, et je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'un loup? Ce n'est pas Walt Disney. C'est un animal carnassier, sauvage, qui fait de 1,50 m à 2 mètres
et qui peut peser jusqu'à 80 kg. Cet animal ne fait pas de prisonnier. Cet animal mange ses congénères, ce n'est pas du Disney, c'est la réalité de la vie sauvage. Alors, la question est simple, comment faire marier le territoire avec des loups? Il suffit de discuter avec quelques bergers, j'ai eu l'occasion tout à fait par hasard, ils ont sont catastrophés. Alors maintenant c'est une question importante, parce que c'est une question où les hommes vivent avec un animal, ou une meute d'animal, où pendant des générations, ça a été une catastrophe. On s'en est séparés dans les 1850, et maintenant, pour des questions idéologiques, économiques ou quoi d'autre, on les laisse revenir se procurer. Un loup, il faut savoir, un couple de loups fait 2 portées par an, de 6 à 7 petits. Alors, quoi faire? Vous avez la réponse, monsieur. Je vous reconnais bien là, monsieur Raymond. Alors c'est vrai qu'on n'est pas allé, c'est peut-être les moutons, alors vous me permettrez à ce moment-là d'avoir une pensée pour Plaute, qui a dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Je pense, et je crains que, puisqu'on parle de l'échelle de la Casa, je pense que l'homme est plus dangereux pour le moment pour la faune et la flore de la Casa que le loup. Donc c'est pour ça que je me permettrai de faire référence à Plaute. Maintenant, très humblement, je n'ai pas de réponse effectivement, que le loup revienne à la colle sur loup, ça me choque un peu moins, permettez-moi la boutade. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet où aujourd'hui nous ne sommes pas encore trop concernés, mais vous venez de me dire effectivement, et j'ai reçu votre courrier, je vous en remercie, que les loups sont à la colle. Nous avons conventionné avec un berger plus qui fait paître ses brebis, c'est pas des moutons, je pense que le loup il aime aussi la brebis, dans nos pâturages, donc c'est vrai qu'on va être un peu plus vigilant. Pour le moment, très humblement, au niveau du Scott Casa, je reconnais que je n'ai pas abordé la question du loup, mais voilà, vous faites bien de nous le dire, on en parlera. Je pense que c'est, à mon sens aujourd'hui, plus peut-être sur les communes du Coursegoul qui sont peut-être premières impactées, mais vous venez de me dire que le loup est descendu chez nous, donc on en prend acte et on va être vigilant. Si vous le permettez, monsieur le maire, je propose de vous donner un petit mot. J'ai eu la malchance ou la chance, chez moi, de me réveiller un jour avec un loup qui se délectait de l'eau de la piscine. Je me pose la question à des parents qui ont des enfants, qui tranquillement gambadent dans leur jardin. Un loup affamé, pas qu'il était affamé, ça se voyait tout de suite qu'il était maigre, affamé. Que va-t-il se passer? Alors ce n'est pas dans Coursegoul, c'est dans la colle. Et ça, c'était excessivement important. Parce que tant qu'il n'y aura pas, comme toujours, tant qu'il n'y aura pas un drame, rien ne se fera. Alors, au niveau du scout, honnêtement, ce que nous allons travailler, c'est plutôt le développement de l'agriculture. Comment on va développer l'agriculture? Quel type d'agriculture on va développer? Si typiquement le développement du pastoralisme n'est pas forcément optimisé pour certaines communes, notamment par rapport à ce risque-là, est-ce qu'il est pertinent de développer le pastoralisme ou pas? Ça, c'est vraiment l'objectif de travailler tous ensemble. Là, on est sur un enjeu de planification. Donc, le type d'agriculture au bon endroit, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Après, on n'aura pas forcément d'impact sur le loup qui va se déplacer. On n'aura pas de réponse concrète de ce point de vue-là. Mais par contre, la bonne agriculture au bon endroit, c'est peut-être la question qui va être posée. La préservation des espaces naturels en est un autre. On ne peut pas clôturer non plus pour préserver l'ensemble des villages. Donc en termes de planification,
ça va être d'avoir des réserves qui vont être maintenues à tel ou tel endroit. Quand je dis réserve, c'est des espaces naturels. On parlait de la consommation foncière qui va peut-être éviter d'aller se développer dans des espaces naturels pour peut-être éviter ces conflits entre les espèces naturelles et l'homme. Mais après, on n'aura pas forcément plus de réponses dans le cadre de cette démarche-là aujourd'hui. Bonjour. Alexandre Mornenbull, je fais partie du conseil municipal de Jean-Bernard. Je suis une activité dans la Côte-sur-Loup et il y a plusieurs personnes qui sont venues me faire part d'un problème qu'il y a entre prendre un bus avance pour aller à Cagnes en passant par l'école, qui coûte 1 €. Quand on le prend à la colle pour aller à Cagnes, il coûte 1,50 €. Donc du coup, on va poser cette question-là. Bon, sinon, il y avait les moustiques, je les laisse. Mais c'est sur ce transport en commun qui coûte plus cher de la colle à Cagnes que de Vence par la colle sur l'eau. Oui. C'est terminé. C'est un problème qu'il y a entre la casa et entre la casa et le problème. Jean-Bernard est intervenu, c'est plus la majorité. On en parlait il y a un mois. Je crois qu'on peut avoir des abonnements, enfin c'est même sûr, avec des multi-zones ou des zones choisies. Par contre, on ne peut pas avoir un ticket, par exemple le ticket basique avec du voyage, il ne fonctionne toujours pas. Mais c'est avec l'abonnement, C'est sur le avec l'abonnement, effectivement les trajets entre territoires. Après, J'en ai profité pour l'association. Ça avait été réglé tout à l'heure, on a intervenu. Sinon, il y a les moustiques. Par contre, il y a un gros problème de fréquence. C'est plus un problème d'entreprise que de. Je vais rester sur ce sujet-là parce que sinon je pourrais discuter pendant 2 heures tous les deux. Je suis Bernard Bayens de l'association de l'environnement de la Côte-sur-Loup. Et avec le maire, on a écrit le PU dans la précédente. Donc, je ne sais pas si tout le monde a vécu ça, mais effectivement, c'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Donc, tout ce que vous avez dit, bien sûr, ceux qui ont participé dans l'association d'environnement et de la qualité de la vie comprennent à peu près tout ce que vous voulez dire. Et je rejoins ce qu'on a essayé de démarrer dans ce deuxième mandat, c'était un pacte pour la transition. Et ce pacte, il a été intéressant pour nous, dans le sens où on a eu une petite statistique sur les priorités des colos. Alors, ce n'était pas la même que les priorités, je veux dire, du département. Hein. Chacun a ses priorités. Eh bien, la priorité des Colois, c'est la mobilité. C'est le problème que vous venez d'évoquer. On a des bus, je veux dire, de merde, mais c'est une insulte. Celui qui ose prendre le 400, il est certain d'arriver en retard ou pas du tout. Et si on veut prendre un peu plus loin, on a maintenant le polygone à côté. Il y a un bus tous les 10 minutes au polygone. Et c'est pratiquement la frontière de la Côte. Donc juste pour dire ça, comment on va arriver à sortir de ce problème de déplacement qui est la priorité de la colle? C'est la priorité de la colle. Dans la statistique, les gens qui ont répondu à un questionnaire. Voilà, priorité de la colle, c'est ça. La deuxième, C'est la mobilité des moustiques. il n'y a pas eu le loup, le moustique. La deuxième, juste, voilà, c'est un résultat qu'on a eu. La deuxième, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation locale, donc l'agriculture, la production locale. La deuxième. Et puis après, il y avait d'autres, mais je dis que ça, déjà, ces deux-là, c'est important de les souligner par rapport à ce que nous, on sait que comme besoin. C'est vrai. Il y a beaucoup d'endroits on peut trouver, mais le problème, allez creuser plus loin. Il n'y a pas la production locale, il faut aller la chercher. Bien sûr, il y a plein de choses. Si tu me permets, la production locale, depuis 2 mois, on a un maraîcher qui s'appelle Trins à la Colle, qui cultive pour ceux qui connaissent la Colle sur Rolon, et on a conventionné avec lui. C'est lui qui fournit la cuisine centrale de nos écoles maternelles et nos crèches, écoles maternelles et écoles primaires de la Colle. Donc on ne peut pas faire mieux comme circuit court, puisque le chef s'approvisionne directement à Volanges et est transformé à la cuisine de l'école Pénac. Vol d'oiseau, 300 mètres. Donc je pense qu'au niveau, alors c'est vrai qu'on ne fournit pas les Collois, mais depuis qu'on a posté et donné cette information-là,
où le chef transforme les produits de saison, son 06 a chauffé, Monsieur Trince, parce que tous les Caulois, c'est bien. Voilà. Et ça fait effectivement partie des problématiques qui sont à relever dans le SCOT et qu'on intègre effectivement. Au niveau du département, c'est l'alimentation. La première, dans le pacte pour la transition, la première demande, c'était l'alimentation. Mais nous, elle est mise en deux. La première, c'est la nourriture. Après, ça reste une inquiétude qui a été fait remonter par un ensemble de communes sur le territoire casarin, pour compléter vos propos sur le département. Et y compris en matière de mobilité, puisque le président, avec Ambibus, va faire sans doute lancer une enquête en fin d'année pour voir et effectivement restructurer le réseau. Parce que se pose la question, en plus de cette fréquentation, de savoir financièrement aussi comment on peut permettre d'équilibrer les comptes aussi. Parce que pour le coup, on s'aperçoit que sur certaines lignes qui sont peu fréquentées, on arrive à avoir 75 € pour un voyageur en fait. Donc après, je ne dis pas que c'est le transport en commun qui est la solution. La première chose, c'est d'aller à pied à vélo. Mais ça, si on veut prendre des bicyclettes, aussi un peu si je bagarre. Moi, j'ai pris les vélos. Je peux vous assurer que c'est la merde, parce qu'il y a des trous partout, parce qu'on se fait écraser, même s'il y a des pistes. Donc il y a ça, mais bon, la mobilité n'est pas que dans le transport en commun, il est dans les nouveaux moyens de déplacement, etc. Juste, dernière chose, on a été plus loin dans notre association, on a même fait le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'on est parti non pas de stratégie sur la Lune, mais de projets, de choses concrètes, avec des propositions faites comme ça, et après on peut mettre une stratégie au-dessus. Donc en fait, mon message c'est qu'on est désespéré de voir que les projets n'avancent pas. On fait des grandes stratégies, on fait des grandes théories, on met des beaux dessins. C'est ce que moi je faisais avant aussi. Donc je veux dire, c'est pas non plus je fais mon béat ou pas, mais à un moment donné on veut voir des réalisations, on veut voir du concret. Et ça, c'est pas facile. Et le gros exemple, je vais le citer, c'est la récupération du bois de Montgros. On a 110 hectares à récupérer, on attend toujours. Et avec ça, ça déclenche la biomasse qu'on veut mettre en place, un écoquartier qu'on peut mettre en place. On peut tout faire, mais on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas fait la première étape. Voilà. Et on va parler de ça depuis 10 ans. On n'a pas fait la première étape. On a fait la première étape, le problème c'est qu'on est bloqué au service de l'État. Pour ceux qui ne connaissent pas, la colline de Montgros, il y a à peu près 200 hectares. Il y en a 150 hectares qui sont en propriété d'une société que l'on a contactée il y a quelques années et on a trouvé, c'est marqué noir sur blanc dans le code de l'urbanisme, la possibilité de donner à la collectivité ou à la CASA ou à la région ou au département. Cette société propriétaire de 150 hectares, elle propose toujours d'offrir à la commune ou à l'intercommunalité 110 hectares pour l'euro symbolique, à la condition de construire un bien sur les 30 hectares qui restent. Un bien, à usage d'habitation, et en aucun cas destiné à l'hôtellerie, à être divisé et compagnie, ça a été très clair. Tout, le président Leonetti nous a écrit pour dire que c'est une très bonne idée, il a appuyé. Les sous-préfets que j'ai vus, c'est une bonne idée. Chaque fois qu'on a eu des réunions avec les sous-préfets et les services de l'État, le sous-préfet dit c'est une bonne idée, les services de l'État lui sortent à peu près 2 ramettes de papier, lui disant monsieur le sous-préfet, si vous signez ça, vous allez en prison. Je schématise, mais on n'est pas loin. Je ne désespère pas, parce que je ne suis pas de tempérament à lâcher prise, avec un de nos élus, Eric Castet, qui se charge de ce dossier. Pour être très transparent avec vous, on attendait un petit peu, puisque rien n'a bougé au niveau local, je pense que ça bouge très honnêtement, je pense que les services de l'État locaux ne bougeront pas, alors qu'il y a la volonté du maire, il y a la volonté du président dans une communauté, les sous-préfets tournent beaucoup. Ce que j'espère faire, et on attendait que l'Assemblée soit mise en place, que le gouvernement soit mis en place, pour essayer de taper plus haut, justement c'est l'objectif avec Eric Castet, parce que je suis convaincu que ça ne peut venir que d'en haut, c'est-à-dire que d'un ministre, il faut deux arrêtés, 2 décrets ministériels. J'ai plus en tête comme ils changent l'appellation du ministre à chaque élection, mais c'est marqué noir sur blanc dans le code de l'urbanisme. On va y arriver, mais je suis d'accord avec toi, c'est dommage. On a le privé qui est d'accord, on a le public qui est d'accord, l'interco qui est d'accord, il n'y a plus qu'à. Et j'écris tous les ans au préfet pour lui dire rappelez-vous ce projet, n'attendons pas que ça brûle. Exactement. Parce que le jour où il y aura un incendie, on n'aura plus de difficultés, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus rien à brûler. Aujourd'hui, les services de l'État, et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, se focalisent depuis quelque temps sur les risques d'inondation, légitimes, avec les drames que l'on a connus, mais
c'est comme à la SNCF, un drame peut en cacher un autre. Donc le danger, c'est qu'on se focalise sur l'eau. On a eu, on touche du bois, on a eu un été plus que sec et on s'en est super bien sorti. On n'a rien eu sur notre belle commune, tant mieux. Tu le sais aussi bien que moi, mais en gros, c'est une poudrière. Et à défendre par les services des pompiers, c'est encore plus compliqué. Voilà. Et c'est pas faute de le dire, de l'expliquer. Tous les services de l'État, et ça, c'est pas l'intercommunalité, c'est pas la région qui est favorable aussi. C'est qu'on essaye d'expliquer les choses, de protéger l'environnement, il y a tout un circuit derrière, une économie. Et vous savez, c'est pas l'objet du SCOT, excusez-moi, on va finir parce qu'on réunion pour le Coloise, mais pareil sur le Bazartini. C'est normal que les services de l'État bloquent la rénovation complète, une révision complète du Bazartini depuis qu'il est fermé, alors qu'on pourrait créer plus d'une centaine d'emplois sans compter les emplois directs et le rayonnement de la commune, et à la fois de la CASA et du département. Voilà. Je ne désespère pas, on ne lâche pas, pardonnez-moi, on revient au SCOT. Première question. Bonsoir. Une première question, je voudrais savoir si on aura si on pourrait connaître des questions, comme je vous disais, le questionnaire qu'on va recevoir, à peu près la nature des questions. Est-ce qu'on pourrait les connaître dès ce soir? Je sais pas, oui, parce que c'est pas une fois qu'on recevra le questionnaire, on va critiquer, on va les questions. Vous aurez ça se vous le contrôle, vous aurez plusieurs réponses possibles. Alors il y aura, je vais vous peut-être combien de questions, 7 ou 8 que je crois, au niveau une dizaine maximum sur le l'État, qui a été la réflexion aussi de tous les élus, pardonnez-nous, avec des élus qui représentent la CASA, parce qu'il faut penser territoire. On pense vraiment, ce qu'on a tenu dans ce questionnaire, c'est penser territoire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une question par commune, enfin pour les communes qui le souhaitent, une question par commune spécifique. Pour que je pense que c'est important, comme ça a été fait, vous vous souvenez, je pense que c'était il y a 5 ans en arrière, le questionnaire, il y a 5 ans, tout le monde s'en souvient. C'est une question ouverte ou la question sur la commune? La question, c'est exactement, alors elle est exactement comme les 8 autres questions, à part qu'elle concerne la commune, et il y a, je crois, un choix de 5 réponses, si je ne sais pas, c'est 5 questions de réponses. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir l'utiliser. Si, enfin, c'est ce qui nous a été expliqué, je partage aussi un questionnaire s'il faut pouvoir derrière l'exploiter assez rapidement, et si chacun met un petit peu sa prose aussi, on arrive déjà souvent à lire, je ne sais pas l'écrit, pour expérience, pour en avoir fait un questionnaire. Donc voilà, après, tout est perfectible. Et il est quand même, aussi j'en profite pour vous dire, il est sécurisé dans le sens où on ne peut répondre qu'une fois. Vous demandez pourquoi. Il va y avoir un code personnalisé en fait. Mais en plus, vous avez sur chacune des questions une proposition autre aussi, ce qui vous laisse aussi le choix de pouvoir aborder peut-être certaines choses dans le cadre des thématiques qui sont abordées. Plus à la fin la possibilité d'ouvrir sur quelque chose que vous souhaiteriez aborder. Et c'est un courrier qui va être envoyé à tout le monde dans la CASA. Tout le monde va recevoir sa boîte. Et ce sera sur toutes les thématiques qu'on a vues. Oui. Alors ce ne sera peut-être pas la même définition qu'on vous a présentée, mais vous aurez le transport, vous aurez l'air, vous aurez effectivement, vous aurez ces thématiques-là, l'économie, etc. Alors la deuxième question, ça concerne la gestion des risques, entre autres le risque inondation. Je voudrais savoir par rapport au bassin de l'Escour, le BA, etc. Le dossier pour lutter contre les risques d'inondation dans ce bassin de l'Escour, est-ce que où ça en est? Est-ce que c'était pas, ça relève un petit peu la CASA, disons Alors maintenant, c'est effectivement compétence CASA, mais tout avait été quasiment fait. Pardonnez-moi, la CASA, c'est pas ça du tout. C'est pas pour être désobligeant, c'est juste une question d'historique. On est bloqué, notamment sur une partie, parce qu'on a trois propriétaires, dont je tairai les noms, sur lesquels nous sommes en procédure, sur 50 personnes concernées. 47, on a signé une cession amiable des mètres carrés qui manquent pour justement terminer cette désinondabilité. Il y en a 3 qui ont contesté, donc on est au tribunal, il y a eu une expertise qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, et dans un c'est fantastique parce que heureusement pour lui, il a construit un mur pour se protéger des inondations, et il y a plus de 10-15 ans, personne ne s'en est rendu compte. Et lui, il nous dit, moi, de toute façon, je m'en fous, parce que je suis protégé contre les inondations. Ouais, le côté vivre ensemble, que j'aime bien. Néanmoins, ou alors, donc il s'est créé un jardin, fait tout un truc. Bon, malheureusement,
on est bloqué pour ça. Il y a plein de riverains avec qui on a signé les actes justement de cession qui attendent aussi pour se relier à l'égout. Parce qu'il y en a plein qui sont sur fosse septique. Les fosses septiques, pas tout ça, je pense que vous ne soyez pas trop. Moi, je ne suis pas très fan des fosses septiques. C'est quand même mieux d'aller à l'égout quand tout le monde respecte bien la réglementation et ne vide pas sa piscine dans les réseaux d'eau pluviale ou ne vide pas le pluvial justement dans le réseau d'assainissement. Voilà, parce que ça, on le voit quand il pleut, vous voyez une bouche d'égout légèrement se soulever. C'est pas parce qu'il pleut beaucoup, c'est parce que la plupart, pas mal de certains administrés ont mis leur eau pluviale dans le réseau d'égout, qui fait qu'ils saturent, et comme par hasard, vous ne voyez jamais une plaque d'égout se soulever au mois d'août. C'est bizarre, elle se soulève toujours quand il y a des grosses périodes de pluie. Cherchez les rats. Bon. Donc la CASA a fait des recherches à la fumée aussi pour justement que les gens se mettent en règle. Et donc on est bloqué, ça fait partie effectivement, puisque c'est un sujet SCOT, mais c'est surtout les travaux, tout est budgété. La CASA, on a transféré justement le budget pour faire ça. Ces personnes n'auraient pas fait de procédure, on aurait réglé déjà il y a... j'ai mon ancien adjoint au travail qui était là, il y a 3 ans, ça aurait été réglé. C'est tout à fait ça, nous avons été bloqués, et que nous sommes arrivés. Donc on va y arriver, puisque là, on est au stade de l'expertise. Pour les 3. C'est combien de temps? Voilà. Oui, bonsoir, Patrick Sixi, désolé, je n'ai pas pu assister au début de la réunion, je me suis fait avoir sur l'autoroute. Et justement, le sens de ma question, en venant de Cannes, j'ai vu qu'en fin de compte, le transport en commun, j'ai vu que le tram transporte énormément de personnes, mais finalement, c'est ridicule par rapport au volume de mouvements qui en fait sur le territoire. Et je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait comme dans les plans ou comme idée aujourd'hui pour essayer de désengorger l'autoroute, désengorger l'axe qui est entre Sofia et Antipolis, la partie est-ouest ou l'inverse. Il y a 8 bis. Ça là, c'est la recette. Just for the fun. On a la chance d'avoir le train. C'est ce que j'allais vous dire, ouais. Je sais pas si vous la ligne nouvelle, la LNPSA, effectivement, sur laquelle effectivement on pourra abonder et avoir un train qui va desservir le territoire toutes les 10 minutes d'ici. Le territoire Sofia Antipolis, c'est tout. Le train ne passe pas sur le territoire de Sofia Antipolis pour l'instant, monsieur. La nouvelle ligne que la SNCF va faire, qui va partir de l'aéroport, j'ai suivi tous les débats, qui passe par Sofia et puis continue sur l'arrière-pays et attention sur la deuxième voie. Alors il y a la LNPSA effectivement, mais il y a des travaux aussi qui viennent sur le réseau ferroviaire existant et qui permet d'optimiser la fréquence des TER à 10 minutes en fait. Ça c'est une des premières étapes. Et effectivement vous avez la LNPCA mais qui n'est pas du tout, qui va être intégrée dans le SCOT. Il y a une obligation qui nous est remportée par les services de l'État et qui effectivement va nécessiter de gros travaux avec notamment la possibilité de mettre une gare sur Sofia Antipolis. Mais ça c'est d'ici... La question de M. Sixic, c'est que aller de l'aéroport de Nice à Sofia puis à Cannes, nous, voilà. Nous, on est au milieu, on reste dans l'air. Et Nice, c'est pour ça. Moi, j'ai écrit plusieurs fois dans l'association. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez où passe le tunnel? Il passe en dessous du McDonald's, de là-bas sur la pénétrante. On ne peut pas faire une sortie, comme on fait des TER à Paris, je ne sais rien. Donc, s'ils pouvaient faire des arrêts, nous, toute notre vallée descendrait là. Et on pourrait aller directement à l'aéroport, on peut aller directement à Sofia. C'est sûr. Et je ne comprends pas, on fait un tunnel qui coûte une fortune, on ne peut pas faire des sorties. Et pour certaines communes de la CASA, ça pose des problèmes d'intégration paysagère. Donc pour le coup, il y a un tunnel, on va partir sur paysagère, on fait sous le sol. Oui, mais après, la nécessité de faire des sorties à chaque fois coûte aussi de l'argent. Je ne sais pas, à Paris, tout est comme ça, tout dans le tunnel, on sort, et voilà, c'est rien inventé. Écoutez, pour l'instant, c'est en cours, et effectivement, c'est en cours en fait. Je ne peux pas vous en dire. Moi, je suis assez fâché sur les réponses que je ne sais pas eu, d'ailleurs. Il n'y a aucune tenue en compte de ces réflexions. J'étais aux réunions, je l'ai écrit. Zéro, c'est en cours. Pour moi, ça ne résout rien du tout, parce que je me rappelle des histoires qu'il y a aussi à la sortie du parc Charles Herman quand il y a des concerts.
c'est déjà l'horreur quand il y a des concerts. Même aujourd'hui le matin, j'étais à Saint-Roch ce matin, j'ai dit 1 heure de la colle sur route, c'est une horreur. Je dis, le train va bien résoudre. Hein. Moi, le train, je le prends tous les jours. Pour aller à Nice, et mon fils à Pasteur à l'hôpital. Moi, ce qui manque pour moi, pour vous, c'est la liaison rapide de la Colle vers Cagnes-sur-Mer, parce que pour moi, ils sont plus logiques pour aller en De toute façon, c'est mathématique. Il y a un problème de débit, il faut augmenter les tuyaux, il faut augmenter, il y a des choses à augmenter, il y a des tailles physiques à faire. C'est une augmentation du trafic, il faut augmenter les tuyaux. Les tuyaux, c'est élargir l'autoroute, prévoir l'autoroute, mais s'il n'y a pas d'infrastructure qui est prévue, ça va embrouiller, ça fait un boulot d'étranglement, et donc moi, j'ai pas la solution. Non, mais après, je ne dis pas que c'est la solution. Je vous indique juste que voilà, il y a cette option du ferroviaire, il y a cette option sur l'autoroute, mais qui ne sera pas élargie pour accueillir plus de voitures, parce que plus de voitures amènent plus de voitures. En fait, ça c'est. Après, on ne dit pas que c'est une proposition qui s'est retenue, c'est pas moi qui vais vous dire on va retenir cette proposition, c'est vous qui. C'est pour ça qu'on est là. On parle de stratégie, et je ne vois pas de stratégie sur le papier pour l'instant. Ah non, il n'y en a pas du tout pour l'instant. Non, c'est pas l'objectif. Aujourd'hui, on vous présente un état de diagnostic de l'existant pour porter à connaissance des usagers et des habitants de nous ce qu'on sait, ce qu'on a acquis durant quelques mois. C'est ce qu'a indiqué effectivement M. le maire. Et on n'est pas là pour se substituer aux élus, aux propositions. Mais sinon, la concertation n'a pas lieu d'être en fait. L'objectif, c'est de trouver des solutions ensemble en fait, de les partager, parce que si vous ne portez pas le projet, la mise en œuvre en sera que plus compliquée à notre sens. C'est pour ça qu'on est ici, que moi je ne vous indique pas, voilà, là je viens de parler du ferroviaire, c'est une option, je ne l'ai pas indiqué comme une solution. L'autoroute, là aussi je vous présente une option, ce n'est pas une solution. Nous, effectivement, techniciens, on indique que plus on élargit et plus on amène de voitures, et est-ce que c'est vraiment la solution? Aux États-Unis, il y a des 10 fois 10 voies, il y a toujours autant de voitures, il y a toujours autant de bouchons. Donc je ne dis pas que c'est une solution, je vous indique, attention, est-ce que c'est une solution que vous souhaitez avoir sur notre territoire? Sachant que l'autoroute, quand il y a des fortes pluies, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité d'emprunter l'autoroute et vous voyez ce que ça engendre sur le territoire. Ça, c'est une option. C'est une indication. Après, effectivement, il y a le covoiturage, il y a l'autopartage, il y a des voitures électriques pour les problématiques de pollution, il y a le vélo, parce qu'il faut quand même se rendre compte que les trajets qui font moins de 3 km sont par plutôt par des voitures. Et il y en a un certain nombre encore. Est-ce qu'effectivement, on ne peut pas tendre, est-ce que pour vous, c'est pas envisageable d'avoir d'autres solutions de déplacement pour ces trajets qui sont courts? Je ne réponds pas à la question de madame qui, par contre, pour aller travailler, suscite d'autres problématiques. Mais c'est des éléments que nous, on vous amène sur cette présentation-là et qui vont devoir être évoqués avec vous pour trouver des propositions sur lesquelles on pourrait s'engager effectivement dans une solution stratégique qui pourrait être intégrée au SPAT. Et aussi, sachez qu'on a des programmes d'action qui seront insufflés dans le PCAET et en PDM qui pourront agir de manière plus opérationnelle sur le territoire. C'est ces éléments que nous vous apportons actuellement et sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Parce qu'on ne peut pas réfléchir mobilité sans réfléchir emploi, sans réfléchir logement aussi, et puis en lien aussi avec une évolution démographique qui tend sur quoi? Sur le territoire dans les 20 prochaines années aussi. Alors sur le plan de mobilité, puisqu'on parle de ça, est-ce qu'on va avoir des propositions concrètes, techniques, sur lesquelles on va pouvoir se positionner, donner notre avis? Bien sûr, mais c'est à travailler ensemble. C'est pas on soumet quelque chose et vous nous indiquez oui c'est bon, oui non c'est pas bon. L'objectif c'est de pouvoir, c'est la concertation en fait qu'on envisage. On a fait au PLU, on aura des réunions de fabrication de solutions en fait. On a déjà fait la première réunion de constat. Là c'est une première réunion, c'est ce qui vous avez été présenté en fait. Juste à quelques éléments complémentaires, si vous le souhaitez, bien évidemment, via le site CASA 2040, vous pouvez faire part de vos avis, de vos propositions qui auront pour objectif d'être intégrées. En matière de mobilité, et c'est l'objectif de ce travail transversal, l'objectif de répondre aux problématiques ne sera peut-être pas que lié à la mobilité, ça sera aussi aux usages.
vous êtes obligé de vous déplacer pour travailler. Ça, c'est indéniable, c'est ce qu'il faut, et c'est le constat d'aujourd'hui. Néanmoins, le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y a aussi eu la crise Covid qui a nécessité de revoir nos manières de travailler, alors pas pour tout le monde, évidemment, mais pour une partie des salariés qui pouvaient le faire. Et le constat sur Sophia, c'est que typiquement, via le télétravail, ne serait-ce qu'une journée ou 2 par semaine, on a constaté une réduction significative du trafic. La question de demain, c'est est-ce que des territoires comme le moyen pays, comme la Côte-sur-Loup, avec un centre-ville, peut retrouver une dynamique avec potentiellement des espaces un peu de bureaux qui pourraient servir de tremplin, si je puis dire, à des salariés qui n'ont pas besoin non plus d'aller au sein de leurs entreprises, mais qui ne souhaitent pas non plus rester chez eux à télétravailler parce que soit ils n'ont pas la place, soit ils ne le souhaitent pas, et ça on peut le comprendre, mais dans un espace de travail qui soit équipé, que ce soit en fibre, qui soit équipé en termes de mobilier, et qui évite un trajet, parce que bon, on parle souvent, c'est une voiture, une personne, hein, le constat qu'on fait sur l'autoroute. Donc c'est vrai que ça peut aussi passer par des nouveaux usages, alors pas demain, mais à l'horizon d'un temps, ça peut être aussi des nouveaux usages. Et c'est vraiment l'objectif de ce travail de Scott, de plan climat et de mobilité, c'est de questionner tous ces aspects-là avec un angle différent. La mobilité en est un, augmenter les tuyaux, ça peut aussi augmenter le débit. Donc c'est vrai que comment on va faire pour répondre à ça? Et c'est comme l'énergie, c'est pas le solaire qui va répondre à toutes les problématiques d'énergie, ça va être le mix énergétique qui va répondre aux problématiques que, je l'espère, qu'on ne rencontreront pas cet hiver, mais qu'on va potentiellement rencontrer dans l'avenir. Et c'est vrai que la mobilité, peut-être, ça va être un mix de solutions que vous pouvez suggérer, que nous trouverons, que nous améliorerons dans le cadre de cette démarche pour essayer de réduire en tout cas l'impact de la mobilité qui ne va pas l'annuler mais qui va potentiellement amener à le réduire. Et pour compléter ces informations, effectivement, là vous vous présente une slide. Vous doutez bien que le diagnostic, c'est pas une slide, c'est pas le petit flyer qu'on vous a donné, c'est 1000 pages de diagnostic. Visiblement, c'est une demande qui émane de beaucoup de communes. On vous mettra à disposition sur le site de CASA 2040 un maximum de données, y compris brutes, puisque visiblement c'est la demande d'un certain nombre de personnes, pour que vous puissiez vous emparer de ces données-là et de positionner. C'est ça, un projet extrêmement complexe. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. En fait, je vais vous demander des éclaircissements sur plusieurs choses et vous poser plusieurs questions. En fait. Je m'appelle Eric Abrier, j'habite à la Côte-sur-Loup, je suis un citoyen lambda. Et je me pose en fait tout un tas de questions sur la répartition des compétences entre une commune et la communauté d'agglomération. Qu'est-ce qui est la prérogative de l'un et quelle est la prérogative de l'autre? Par exemple, vous parlez de moins d'artificialisation des sols. S'il y a moins d'artificialisation des sols, vu que nous sommes quand même une région attractive au niveau population, je suppose que par exemple, là où il y avait des maisons, on va construire des immeubles. Est-ce que la communauté d'agglomération peut imposer à M. Millon, maire de la Côte-sur-Loup, dans tel ou tel quartier, de construire un immeuble ou plusieurs immeubles? Ce sont des questions qui tiennent, je dirais, à notre futur cadre de vie. Ensuite, on a parlé de pas mal de déplacements. La question que je me pose, en fait, c'est que, bon, on a parlé aussi de Sophia Antipolis, où il y a 40 000 emplois. Ces 40 000 emplois ne sont pas tenus que par des habitants de la CASA. Il y a des Niçois, il y a des Canois qui viennent travailler. Donc, pour résoudre les problèmes de déplacement, est-ce que c'est pas mieux de faire ça au niveau départemental qu'au niveau de la communauté d'agglomération? Ensuite, il a été dit qu'il y avait un objectif de 30% de fabrication d'énergie de notre consommation. On en est à 4%, on doit passer à 30%. Qui a fixé cet objectif de 30%? Est-ce que c'est l'État?
Est-ce que c'est une autre personne? Et comment peut-on arriver à ce résultat? Je vous remercie. Si vous me permettez, je vais répondre sur la première interrogation par rapport à l'artificialisation. Nous avons en bas de piste le plan local d'urbanisme. Au-dessus, nous avons le SCOT. Au-dessus, nous avons le SRADET, c'est la région. Et au-dessus, on a l'État. Et globalement, donc, vous avez, pour les compétences, effectivement, je peux comprendre qu'aujourd'hui, depuis quelques années, les mairies ont de moins en moins de compétences. Voilà. Avant, on avait les déchets, on avait l'assainissement, on avait l'eau, on n'a plus. Le plan local d'urbanisme, c'est une volonté de la CASA et des communes de la CASA de garder leur plan, la maîtrise dans la mesure du possible. Bernard Bayens qui est là et plusieurs membres de son association ont participé pendant 3 ans et le combat avec les services de l'État, tu t'en souviens, a été sympathique. Donc on a la chance dans la CASA d'avoir voulu, moi je considère que c'est une chance, d'avoir fait en sorte, contrairement à la métropole, pour la métropole vous avez un plan local d'urbanisme métropolitain. Donc c'est-à-dire que tout est décidé par le chef-lieu de la métropole. Voilà. Nous, à la CASA, on a chacun notre, je crois qu'il n'y a plus de poste, semble-t-il, il ne peut plus en rester beaucoup. On est tous en PLU, enfin au schéma carte communale ou RNU. Nous, on a un PLU et c'est bien, on a encore un petit peu de pouvoir sur notre PLU. Quand je dis un petit peu, on se bat avec, dans le sens inclusif, avec la CASA, pour justement maintenir, et souvenez-vous, notre PLU voté en 2017, travaillé pendant 3 ans, c'est un PLU qui n'a pas plu au préfet de l'époque, pas du tout. J'ai même été convoqué dans son bureau avec tous ses sbires, où il m'a menacé comme si j'étais un petit voyou. J'avais l'impression d'être 2 dealers de drogue. Hein. J'ai été convoqué dans la belle tourbe blanc-rouge au CADAM pour me dire, comme ça, votre PLU, je vais le dézinguer. Textuellement, un préfet de la République. Tout ça, pourquoi? Parce que dans le PLU, on s'était battu et on avait limité ce que l'État voulait, ce que l'ancien PLU permettait, plus de constructibilité. J'aurais bien aimé pouvoir aller plus loin. Mais Bernard Bayens qui était là, on a poussé les limites. On n'a pas cédé aux menaces terroristes du préfet de l'époque. Il n'est pas allé plus loin. On était droit dans nos bottes. Mais même le SDIS, les pompiers, c'était compliqué. Même la Chambre d'agriculture. Chambre d'agriculture, on voulait rajouter des zones agricoles, qui nous dit non, pas de zones agricoles. Attendez, on va transformer des zones à limite urbaine, on peut construire un immeuble, on préfère vous mettre une zone agricole. Mais la Chambre d'agriculture nous disait non. À un moment donné, un avis négatif de la Chambre d'agriculture, il faut quand même le faire. Alors que le commissaire enquêteur, vous avez fait un avis favorable sans réserve. Bref. Donc, pour répondre vraiment à votre question, oui, on a encore cette compétence grâce au travail commun avec les services de la CASA, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui une pression de l'État. Valérie Muyac est l'adjointe au CCAS aussi, aux logements sociaux. Elle se bat justement parce que des logements proactifs, il en faut. Il en faut à l'école, nombre de familles qui ont besoin, de familles qui se séparent, d'enfants qui ont besoin, ou de petits-enfants qui ont besoin d'être logés. Mais c'est un combat de tous les instants. Et on a encore perdu, pardonnez-moi de m'emporter, mais on a encore perdu une compétence. Parce qu'en gros, avant, on avait un petit peu de poids. On pesait un petit peu dans la discussion, dans la décision. Rassurez-vous, il n'y avait pas de copinage, de choses comme ça, mais on avait des critères. Maintenant, les critères, on les a plus. C'est même plus nous qui les donnons. On subit ce que l'État veut bien nous faire. Bon, donc, pourquoi on maintient effectivement que ce PLU, grâce à la CASA, nous permet, notamment au plan local de l'habitat, justement, de limiter un peu, parce que si j'écoute les services de l'État, aujourd'hui, la colle sur l'eau, le recensement, mesdames, messieurs, va commencer au mois de février. Si j'écoute les services de l'État 10 ans en arrière, on devrait être 15 000 habitants aujourd'hui, hein, si je les avais écoutés. Hein. Ouais. On est, je pense qu'on va être peut-être 8 000, on était à 7 050, 7 997, peut-être qu'on va passer à 8 100, 8 001, voilà, au mois de février. Mais vous voyez, et donc on a limité avec les services de la CASA, parce que quand on passe au procès stalinien soviétique, parce qu'on n'a pas assez de logements sociaux, on n'a pas les 25%, parce qu'on n'a pas créé de tours à la colle sur l'eau, on n'a pas mis des
des immeubles de R+5 ou des R+6, des choses comme ça. Bon, c'est pour ça que ce PLU de 2017, on est heureux de l'avoir. On aurait pu peut-être faire mieux, j'en suis pas forcément convaincu, mais tout est perfectible. En revanche, en 2027, il faudra qu'on le révise, quoi qu'il arrive, parce que c'est la loi. Et il faudra qu'on soit costaud et on continuera à se battre face au service de l'État. Donc on a cette compétence-là, mais on ne peut pas arriver à zéro. Notre PLU il est passé, on a limité considérablement, mais on ne peut pas refuser certains permis de construire. Voilà. Bon, et après sinon, on est attaqué, c'est la collectivité qui perd, parce qu'effectivement, si le promoteur, mais on a limité les R+1. Voilà. Et je trouve que c'est encore trop par endroit, mais notre PLU, au moins, il est ce qu'il est, il n'a pas été attaqué, et on n'a pas encore perdu la main, parce qu'en plus, le préfet peut prendre la main sur les permis de construire. À Villeneuve-Loubet, il a pris la main sur une partie. Le maire de Villeneuve ne veut pas signer les permis, c'est le préfet qui a pris la main sur une certaine zone. Et j'aime autant vous dire que les préfets, ils sont là, ils ont des ordres à rendre à Paris. Eux, c'est des stats. Hein. Donc ils n'en ont rien à foutre de mettre à côté de chez vous ou ailleurs, R+3, c'est pas son problème, il signe le permis, il s'en va. Lui, il n'habite pas là, il n'est pas maire de la commune, on ne peut pas aller lui souffler dans les bronches. Voilà. Pour le moment, et le SCOT, c'est ça. On a aussi réfléchi, essayé d'anticiper, de dire au service de l'État, parce que quand on arrive aujourd'hui, on a eu des centaines de réunions avec les services de l'État, avec la région qui a la pression elle-même de l'État, qui nous dit ah non, mais attendez, il faut construire, il faut construire. C'est sûr que maintenant c'est à l'échelle, bientôt c'est à l'échelle de la CASA. Donc tout le monde dit, c'est comme l'aire d'accueil des gens du voyage. Hein. Ah, moi, il en faut une à la CASA, mais surtout, pas chez moi, chez les copains. Comme les dodanes, on en veut tous, pas devant chez soi, juste un 5-6 mètres, parce que ça fait du bruit chez le voisin, et moi j'en bénéficie. Donc, vous voyez, cette difficulté, elle est là. Donc, c'est ça, la compétence, on l'a, on se bat, et on est heureux d'être avec la CASA et pas perdu dans une métropole où on a un peu plus de poids. Quand on est au procès stalinien sur les logements sociaux, on a la chance d'avoir les services de la CASA qui sont à côté de nous et qui en mettent une deuxième couche. Sur les déplacements. Donc c'est par rapport au flux que vous indiquiez entre Sofia et effectivement les territoires voisins en fait, oui. C'est ça. Alors sur certaines parties du territoire en lien avec Sofia, on voit qu'il y a des équilibres qui s'opèrent malgré tout. Juste pour votre information, parce que ça apparaît pas forcément sur le diaporama, où effectivement, notamment avec les échanges de la métropole, on en a autant qui viennent travailler sur Sofia que qui partent de la CASA pour travailler sur Nice. Évidemment, le cas de Madame fait partie de ces éléments-là. Donc ça, c'est pour votre information complémentaire. Après, effectivement, le SCOT fait partie, porte sur un périmètre qui est dit administratif, qui renvoie à celui de la CASA, donc qui est le PCI dont vous dépendez. Pour le coup, le PDM, lui, exige qu'on aille beaucoup plus loin, notamment sur le code des transports, qui oblige à réfléchir les autorités compétentes en matière de mobilité pour réfléchir à l'échelle des bassins de vie, en fait. Donc, effectivement, on va réfléchir à l'échelle de la CASA parce que ce sont nos limites administratives, mais on va devoir, entre guillemets, intégrer la métropole et on travaille déjà, sans doute vous le savez, sur le territoire, en lien avec le territoire de la CACPL, donc, qui sont les pays de l'Érins et de la CAFG, qui est le pays grassois, pour lequel on a des actions de mobilité qui s'inscrivent dans un large périmètre qui s'appelle Cap Azur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc pour le coup, on est déjà opérationnel sur le parti ouest, mais effectivement, on intégrera le bassin de vie qui s'élargit bien au-delà du territoire casin. Du coup, sur le volet énergie, c'est moi qui vais prendre le relais. Donc les 30% en fait nous sont fixés par l'État et par la région, donc via le SRADET dont vous en avez parlé monsieur le maire tout à l'heure. Donc comment y arriver? Développer les énergies mais aussi réduire notre consommation. Donc en fait c'est produire plus mais aussi consommer moins. Donc le premier secteur consommateur sur le territoire de la CASA d'énergie c'est les transports. Puisque dans la consommation d'énergie on prend en compte aussi bien l'énergie que vous utilisez pour vous chauffer, pour vous éclairer, mais aussi pour vous déplacer. Donc en fait ça va vraiment être un métier entre guillemets de réduire, comment on peut réduire nos consommations à l'échelle du territoire de la CASA et comment on peut augmenter la production. Donc on a eu dans le cadre du diagnostic tout un calcul sur le potentiel de chaque type d'énergie renouvelable sur le territoire.
Donc il faut savoir que les deux options, on va dire, où il y a le plus de potentiel sont le solaire et la récupération de chaleur, mais pas que, comme vous indiquait Hervé dans sa présentation, ça va vraiment être de mettre en place un mix énergétique où on va essayer d'aller chercher les énergies en fonction du potentiel, potentiellement par commune ou par quartier, qui va vraiment être dépendant voilà, de tous les calculs qu'on a pu faire. Pour l'énergie, est-ce qu'on a des objectifs au niveau production de gaz à effet de serre, carbone, etc. Alors on a en fait des obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont étroitement liées en fait avec la consommation d'énergie, puisque chaque consommation d'énergie, quelque part, produit en fait des émissions de gaz à effet de serre. Quand vous prenez votre véhicule, vous consommez non seulement du carburant, mais en plus vous émettez des gaz à effet de serre. Donc l'idée c'est vraiment de réussir à cibler et à diminuer la consommation, et de fait on réduira aussi les émissions de gaz à effet de serre. Oui, donc le choix de l'énergie va être... Exactement. Plus l'énergie est propre, vous prenez du solaire, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre dans une production de solaire. Pour les transports aussi, pour la 40 grammes par kilowatt. Parce qu'on prend en compte en fait le cycle de vie du panneau photovoltaïque. Oui, donc pour la mobilité aussi, j'imagine il y aura une prise en compte de l'impact carbone, du transport décarboné, etc. J'imagine. Oui, exactement. Parce entre l'autoroute et le train ou le vélo, etc. Dans le diagnostic, on a fait toute une estimation en fait des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit par secteur, donc transport et ainsi de suite, avec en prenant en compte les émissions de la gaz. Je veux dire simplement un mot sur l'énergie. Alors on parle panneaux solaires, qui est une véritable catastrophe pour recyclage. On vous parle... C'est ma spécialité. On ne va pas discuter, vous écoutez ou vous n'écoutez pas, c'est pour vous, je vais vous apporter quelque chose, si j'ai pris la parole. Donc vous avez ce problème des panneaux solaires qui est une catastrophe, le problème des batteries des voitures qui sont une catastrophe, le pétrole, qui n'est vraiment pas très beau, le gaz, notamment le gaz de schiste, ce n'est que du méthane, donc effet de serre. Il existe maintenant, mais pas dans toute contrée, ce que l'on appelle l'énergie libre, c'est-à-dire l'énergie qui fonctionne avec des aimants ou l'éther. C'était des brevets déposés par M. Tesla à l'époque. Vous avez au Japon, qui ne dépendent pas des banques, au Japon, vous avez toute la partie climatisation des grands ensembles sont faits à partir de systèmes à énergie libre. Maintenant, aux Indes, ils ont développé un autre système d'énergie libre, c'est des aimants, c'est de l'éther qui permet de fabriquer de l'électricité. Les grandes compagnies pétrolières, gazières, se sont déplacées aux Indes pour leur demander l'interdiction. Je dis ça, c'est parce que vous faites partie de l'administration et c'est un message qu'il faut faire passer. L'énergie, il y en a plein, simplement il est bloqué, totalement bloqué. Et ce qui est bien dommage, on pourrait chauffer les maisons avec cette énergie libre et des climatiseurs réversibles. On ne le fait pas parce que vous avez des groupes financiers, des groupes pétroliers qui mettent leur interdiction totale. Les Japonais voulaient exporter leur technologie. On leur a dit surtout ne faites pas ça, sinon c'est la guerre. C'est simplement un mot, je voulais dire, pour vous avertir et que au moins vous avez Internet, regardez ce qui se passe. Et là, vous avez la solution pour votre futur, ici, où ça sera propre, l'air sera propre, tout sera propre. Sans pollution, sans rien. Seulement, le grand défaut, il n'y a pas de compteur, vous comprenez? Il n'y a pas de compteur pour facturer. Vous mettez un système et c'est ad vitam aeternam. Ça dure le temps des mouvements à vie que vous changez. Voilà, merci.
juste encore faire une remarque qui va dans le sens en fait de conclusion. Ah, je crois qu'il y a Juliette qui va parler. Mais je vous... Moi, c'était une question, je suis un petit peu en dehors de toutes ces... Enfin, c'est des préoccupations qui m'interpellent aussi, hein, par rapport au déplacement. Moi, je suis comme cette dame, très interpellée et très concernée par le déplacement, ne serait-ce que jusqu'à la gare de Cannes, qui me pose encore problème. Je vois que vous y réfléchissez, qu'on a tous les mêmes préoccupations. Quelque part, c'est rassurant, parce qu'on va y arriver. Moi, une de mes préoccupations, c'est l'habitation aussi, puisque je crois que c'est la deuxième source de consommation d'énergie. Et je voulais savoir si il était possible d'avoir, justement, qui tournent dans les communes, des conseillers qui aident les personnes comme moi, lambda, et qui ont vraiment du mal justement à monter des dossiers, voilà, pour vraiment monter des dossiers pour les passoires énergétiques que sont les vieilles maisons. Voilà, est-ce que c'est prévu? Est-ce que dans les mairies, c'est possible de faire venir des gens, je ne sais pas, un jour par semaine? Est-ce que ça fait partie des objectifs? Alors en fait, ça existe depuis pas très longtemps. Donc c'est le département qui a mis ça en place. Où du coup, vous avez une plateforme donc, téléphonique que vous pouvez joindre avec un numéro vert. Et de là, ils vous accompagneront, donc ils vous feront plusieurs niveaux de conseils en fonction de l'avancement de votre projet. Donc si votre projet n'est pas du tout initié, ils vous accompagneront en fait tout au long de la démarche. De là, ils vous aideront aussi à remplir des dossiers de financement, puisque l'État a mis en place ce qu'on appelle ma prime rénov, qui est conditionnée à votre tranche de revenus, en fonction de vos ressources, donc avec des aides financières, qui peut être complétée dans certains cas par le département, qui abonde aussi dans la réalisation de vos travaux. Et ce dispositif met en place aussi des permanences dans les communes. Donc il n'y a pas toutes les communes du territoire, mais on a fait un peu sur le même fonctionnement que les réunions publiques, c'est-à-dire on a fait dans une commune pour que ça puisse rayonner sur plusieurs territoires voisins. Donc on peut vous donner, je peux vous donner les coordonnées, je les ai avec moi si vous voulez. Je vous les donnerai après, comme ça vous pouvez téléphoner et vous indiqueront les permanences, vous pouvez aller prendre rendez-vous, apporter votre projet et ils vous accompagnent tout au long de votre démarche de rénovation. Vous pouvez les mettre sur le site de la colle? Voilà, ça serait bien qu'il y ait un espace dédié sur le site de la colle. Parce qu'on est sollicité en permanence, il se présente comme entreprise d'État, ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est financé par l'État, ne vous inquiétez pas. En fait, ils viennent faire un devis gratuit, quelque part, et puis après derrière, ils font un devis. Donc là, en fait, vous avez un conseiller technicien qui vous accompagne et bien sûr, il vous explique tout le fonctionnement, il vous préconise un audit énergétique. Après, il y a des conditions de performance pour avoir certains financements, mais déjà sur la base, on va dire, de vous mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, vous avez ce dispositif qui existe. Le problème, c'est que c'est très vite excluant au niveau des revenus. Pour les aides financières, oui. Déjà, il faut passer par une entreprise. Nous, on l'a fait nous-mêmes. Quand vous faites vous-même, vous avez le droit. Alors la CASA, parce que vous êtes passé par rapport à l'ANA, c'est ça? Alors l'ANA, il m'avait. Vous n'avez pas eu de réponse. Je regardais, il me semble à l'époque, vous aviez le point énergie, mais à l'époque, vous n'aviez personne. Non, alors là, voilà, du coup, il y a cette plateforme qui a été créée par le département. Et voilà, et en fait. La condition, c'est de prendre une entreprise qualifiée RGE pour bénéficier des financements. Ça coûte très cher. Est-ce que vous gagnez en aide d'État au niveau local? Si vous avez l'État et le département, vous pouvez financer jusqu'à 80% en fonction de vos revenus. 80% de vos travaux. Avec moins de 30 000. Oui, avec l'objectif, là, dans le cadre de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est vrai qu'il y a la prime rénov qui est un peu l'élément porté par l'État. Effectivement, aujourd'hui, si vous changez une fenêtre, c'est 80 €, malgré que la baie vitrée coûte 3 000 €. Donc, effectivement, on a un peu des situations délicates. Et c'est bien que vous fassiez remonter, parce que dans le cadre du plan climat et énergie, il y a le volet énergie. Est-ce que l'habitat sera, dans le cadre de la stratégie de demain, un sujet à développer davantage? Dans le cadre du programme d'action, jusqu'où on pourra aller, nous, communauté d'agglomération, en lien avec ce qui est fait? Est-ce que ce sera peut-être financier ou pas? Est-ce que ce sera simplement de l'accompagnement? Aujourd'hui, on voit que pour constituer un dossier,
rien que ça peut être aussi un facteur qui est bloquant pour certains habitants. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à faire remonter ces aspects-là, parce que par rapport à ce qui existe aujourd'hui, tout est perfectible. Et dans le cadre de la démarche, c'est peut-être aussi un des enjeux pour l'avenir. Mais des entreprises qui sont dans le RGE Calibat qui permet d'avoir ces aides, finalement, on avait fait faire des devis, la plupart vont proposer une isolation extérieure avec du polystyrène, ça ne me semble pas quand même, d'un point de vue environnemental, génial. Et il n'y a pas, comme disait Bernard, ça fait des années que certains réfléchissent et que les solutions sont déjà là, et finalement quand on est un individu, on se rend compte qu'il n'y a toujours pas, il faudrait une centralisation des choses, les informations comme disait Madame, quelque chose de clé en main pour qu'on puisse agir le plus rapidement possible, parce que là on n'a plus le temps, et même 2040, ça me paraît très optimiste. C'est un horizon sur lequel on comprend la génération future. Mais ces générations futures, aujourd'hui, le constat complet, c'est qu'il y a 83% d'habitat pavillonnaire, c'est-à-dire individuel. Demain, parmi les immeubles, effectivement, l'objectif n'est pas de mettre des immeubles partout, mais nos générations futures vont devoir s'adapter à une façon de vivre différente. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément par rapport à cet aspect énergie, il y a aussi, parce qu'on dit dans le cadre des projets qu'on développe, un surcoût démesuré de certains matériaux aussi. Aujourd'hui, quand vous voyez que le bois, c'est plus de 50% d'augmentation de prix, même pour les projets développés par la CASA, ça devient compliqué puisque c'est des données publiques que nous devons gérer. Donc, effectivement, peut-être que dans le cadre de la démarche, ce ne sera pas des actions pour dire qu'il faut absolument rénover l'ensemble des maisons d'habitation de la communauté d'agglomération. Je force le train en disant ça. Et ce sera peut-être d'être porteur d'une dynamique nouvelle, différente, pour parvenir à quelque chose qui puisse être adapté aussi à notre territoire. On parlait de biomasse tout à l'heure dans le mix énergétique. La biomasse fait partie des sujets qui peuvent être développés, et qui peut être développé sur la colle, et qui peut être aussi un sujet dupliqué, parce que localement, on peut le faire sur le pays. Il y a des choses qui peuvent être faites. Certains aspects du diagnostic, laissés entrevoir dans le cadre de la co-construction, avec le OPI, pourquoi pas exploiter nos forêts. Je dis exploiter, c'est pas tout raser, voilà. Mais l'exploitation de la forêt dans le cadre de son entretien régulier, le bois aujourd'hui n'était pas utilisé. Pourquoi? Parce que la quantité était trop faible pour les entreprises. Mais demain, par rapport au contexte géopolitique qu'on connaissons, ce sera peut-être un élément qu'on viendra réfléchir différemment. Et c'est vraiment dans ce cadre-là et dans cette démarche-là que toutes ces, je me permets l'expression, toutes ces initiatives peut-être citoyennes peuvent devenir des initiatives plus larges. Et donc c'est vrai que n'hésitez pas à rebondir dans le cadre de la concertation. Dans le cadre du registre, l'idée c'est pas tout écrire ce soir, mais il y a des registres papier qui sont à disposition si vous souhaitez. Il y a le site CASA 2040. Vous parlez du questionnaire avec la capacité de rebondir sur des questions plus ouvertes. Ça fait partie des sujets qu'on peut discuter maintenant parce que la stratégie va se développer dans un deuxième temps et peut être contributive de la stratégie qu'on va travailler avec les élus de la communauté d'agglomération. Et si vous le permettez, pour conclure s'il n'y a pas de questions, mais on s'était posé la question à la CASA 2040. Vous l'avez très bien souligné. Pourquoi pas 2050, 2060, c'est des sujets qu'on a. Il y a 10 ans, on a fait, avec l'association, on a fait à 2050. Voilà, à 2050. Remontons, si vous me le permettez, juste 24 mois en arrière. Juste 24 mois. C'est beaucoup, 24 mois. 24 mois. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis 24 mois? Covid, la guerre en Ukraine, qui a tout bouleversé. Le Covid qui a bouleversé nos vies, notre manière de vivre. On parlait tout à l'heure du télétravail. Donc, on ne pourrait pas eu ces sujets il y a 24 mois. La guerre en Ukraine, parce que oui, on parlait, à Bernard depuis quelques années, du bois, mais le bois, quand on en parlait il y a 10 ans en arrière, on est pour des martiens. Là, le bois, aujourd'hui, c'est la ressource pour se chauffer cet hiver. On avait calculé qu'on peut toujours
la Côte-sur-Loup positive pour l'énergie. On a assez de forêt pour rendre notre territoire de la Côte, après c'est avec les autres, en énergie positive, avec la biomasse seulement. Donc vous voyez, c'est 24 mois, on se projette sur 2040, c'est-à-dire au moins de 18 ans, en 24 mois, l'évolution, je suis sûr, j'imagine qu'il y a 24 ans, on se serait retrouvé ici, on aura abordé d'autres sujets, et on était proche pourtant de changements importants. Le changement climatique, oui, on le voit, mais s'est accéléré depuis peu. L'évolution de la guerre en Ukraine, demain nous allons célébrer le 11 novembre, qui est cru encore quelques mois, qu'on puisse avoir peut-être des bombes qui tombent sur la France ou des drones qui passent. Ça paraissait aberrant il y a encore quelques mois. Comme on nous aurait dit quand on voyait les Chinois en France il y a quelques années qui se baladaient à Paris avec les masques, pardonnez-moi, je crois que le monde est mieux que les deux. Voilà, on m'aurait dit tu veux mettre un masque aussi, je me dis Bon voilà, donc tout évolue effectivement, nous avons affaire à des risques nouveaux, à une manière de vivre ensemble nouvelle. Donc je pense que c'est le bon moment à la limite justement de réfléchir sur tout ça. On parlait effectivement des voitures, d'augmenter les tuyaux. Là on va plutôt sur moins de voitures. Voilà, on parlait d'énergie tout à l'heure fossile, on va sur moins de voitures. Il y a une demande de plus en plus d'interdire les véhicules polluants. On va avoir les vignettes critères qui vont revenir. Il faut se donner les moyens, tout prend du temps. Hervé vous l'a dit, c'est des deniers publics aussi. On a une hausse du coût des matériaux. On fait tous des économies pour cet hiver. On voit que le bois finalement, voilà, Mais vous savez, je vous permettrai humblement d'avoir une pensée pour mon arrière-grand-mère qui est paysanne ici et qui était des vrais écolos. Moi, j'ai été élevé par eux pendant les premières années de ma vie. Voilà, on avait les pulls, on avait la brique réfractaire dans le lit. Donc, je faisais 17 et on polluait pas beaucoup. Alors oui, un peu, parce qu'on consommait un peu de bois, voilà. Mais on recyclait, le papier servait, je ne vais pas vous dire. Mais on avait un recyclage complet. Et c'était de vrais écolos. Donc vous savez, on n'a rien inventé aujourd'hui. On a supprimé les métros il y a quelques années, ou les tramways. On les revient aujourd'hui. Et nous, il y en avait un qui allait jusqu'à Vence et qui nous aurait bien servi s'il était encore là aujourd'hui. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier chaleureusement pour votre participation, votre aide. Je vous permettrai un remerciement particulier à Nina Perrotti, à Alain Bouffier, à Alison Cazal et à Jean Brunet qui ont été là et qui sont là depuis plusieurs années pour travailler plusieurs mois pour SOSCOT et qui sont encore là à votre écoute. Donc merci pour votre aide, on se reverra avec plaisir pour refondre un peu et faire un mix de tout ça. N'oubliez pas, Casa 2040. Voilà, c'est ça, c'est facile pour tout le monde. Merci à vous.